Bonjour, c'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. Comme je vous ai dit, je pense que c'est dans ma première capsule que j'ai faite, euh, j'allais être au naturel, on va dire que je suis comme ça dans la vie. Donc ce matin, c'est un peu plus frisquet. J'ai mis un petit coton ouaté aux effigies de Remax Accès. Donc on va faire un petit peu de pub en même temps. J'ai eu des demandes, des sujets qui m'ont été envoyés. On va en parler un peu vite comme ça. On me parle de savoir un peu les différences entre, on va le nommer, du proprio et un courtier immobilier. Une agence immobilière ou un courtier immobilier. Qu'est-ce que c'est les grosses différences entre les deux? C'est sûr que ce que je vous parle là, c'est ma vision à moi, c'est mon opinion à moi. Ça ne veut pas dire que c'est l'opinion de tout le monde, mais moi, je considère du proprio comme n'étant pas nécessairement comment on peut dire, un compétiteur à moi. Je vous explique pourquoi. Du proprio, c'est un site en fait d'annonce de propriété à vendre, un peu comme le journal était il y a quelques années un média où on avait beaucoup de maisons à vendre. Des gens annonçaient leur propre maison en vente dans les petites annonces ou même payaient des publicités avec une photo, des choses comme ça. Si on recule un petit peu encore un peu plus, je me souviens que quand j'étais plus jeune, on voyait des maisons avec les pancartes, ce qu'on appelait les pancartes oranges, les pancartes achetées dans une quincaillerie ou un grand magasin, maison à vendre. Donc, ça, pour moi, ça a remplacé, le Duproprio a remplacé ces gens-là. Ces gens-là qui annonçaient eux-mêmes. Puis, force est d'admettre que le système fonctionne bien, la publicité est bonne pour eux. Par contre, c'est des gens qui, je pense, vendent parce que on va dire le timing est bon, le marché est bon également, mais c'est des gens qui, quand il y a lieu une mauvaise transaction, on va appeler ça comme ça, une mauvaise transaction ou qu'il y a un problème X. Là. Il peut y avoir des problèmes au niveau de la paperasse, il peut y avoir des problèmes au niveau du certificat de localisation, il peut y avoir un financement qui est mal prévu, des délais qui sont mal calculés dans la promesse d'achat. Bon, toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser. Bien, ces gens-là, souvent, nous appellent quand il y a un problème. Donc, ils prennent le téléphone, ils appellent le courtier, puis ils disent j'ai vendu ma maison, j'ai fait les papiers, puis là, je suis rendu là, là, là. C'est plate à dire, mais tout ce qu'on peut dire, c'est de se référer à un avocat parce que on n'a pas, premièrement, on n'a pas la paperasse en main. Deuxièmement, on n'a pas la possibilité de donner des conseils sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc, ces gens-là, c'est plate, mais ils doivent faire affaire avec un avocat aussitôt qu'il y a un problème pour les diriger à la bonne place. Dans le monde des courtiers, ben, c'est différent. Tout est régi par l'OACIQ. L'OACIQ régit les courtiers, la loi sur le courtage immobilier du Québec. Donc, il y a toujours une protection, que ce soit pour les acomptes, parce que même chose, un acheteur qui donne un acompte à un vendeur qui est particulier, qui vend directement sa propriété par lui-même. Donc, il donne un acompte, il donne un chèque, ben, le vendeur peut faire ce qu'il veut avec le chèque. Bonne chance pour le récupérer si jamais il y avait un problème quelconque au niveau de la transaction. Ça ne sera pas facile et ça va prendre encore là des avocats. Si on transige avec un courtier, le courtier va prendre la compte en question et doit le déposer dans un compte en fidéicommis. Ça, c'est un exemple. Puis, qu'est-ce qui est dans un compte en fidéicommis appartient toujours à celui qui l'a mis dans le compte. Donc, notre acheteur laisse un dépôt de 10 000 en exemple. Bon, ben le 10 000 il est mis en fidéicommis. C'est juste pour le temps de la transaction que ça se passe. Quand la transaction va se finaliser, on envoie le 10 000 chez le notaire et la transaction se finalise. Par contre, s'il y a un litige entre les deux, bien, le 10 000 il n'est pas parti au vendeur. Puis, tant qu'il n'y aura pas un jugement, on va dire ça comme ça, tant qu'il n'y aura pas un jugement ou une entente à l'amiable entre les parties, on ne bougera pas le 10 000. Il va rester dans le compte en fidéicommis, tout simplement. C'est une protection. C'est une protection au niveau aussi que l'agence pourrait partir avec le 10 000 il y a aussi une protection au niveau de l'OACIQ à ce niveau-là.
quand c'était en fidéicommis et tout ça. Un peu comme les notaires, c'est un peu le même principe que les comptes en fidéicommis des notaires. C'est la même chose au niveau des courtiers, des agences immobilières. Ça, c'est un exemple, la question d'acompte, mais il y a tellement, mais tellement de choses. Je vous donne des situations qu'on se fait demander souvent. Bon, ben j'ai fait une promesse d'achat conditionnelle à l'inspection. OK. Mais là, le gars, il ne vient pas inspecter, puis ça traîne. Qu'est-ce que je fais? Ben, avez-vous mis un délai dans la promesse d'achat? Les délais, ça veut dire que, exemple, la personne fait une promesse d'achat sur votre propriété, se donne un délai de 10 jours pour faire inspecter la propriété. Et là, on ne fait pas juste dire il y a 10 jours pour la faire inspecter. Il faut mentionner qu'est-ce qui se passe après le 10 jours. Si l'inspection, elle est correcte, il se passe quoi? Si l'inspection n'est pas satisfaisante au goût de l'acheteur, il se passe quoi? Mais si elle n'est pas satisfaisante au goût de l'acheteur, bien, il faut qu'il y ait vraiment un motif raisonnable pour annuler la transaction, pour pouvoir reculer dans la transaction. Parce qu'on comprend que si l'inspecteur dit, ben c'est plate, mais un mur jaune avec un mur bleu, ça ne fit pas dans la cuisine, c'est pas un motif raisonnable et c'est pas quelque chose qui va faire tomber une transaction. Ça prend vraiment quelque chose de significatif, un problème significatif qui va faire augmenter les dépenses ou en diminuer les revenus de la propriété. C'est un peu ça le nerf de la clause. Donc, on ne peut pas se servir d'une inspection pour se sortir d'un achat ou d'une promesse d'achat. Il faut qu'il y ait des motifs. L'inspection, elle est bonne pas juste pour l'acheteur, mais elle est bonne aussi pour le vendeur. Parce que tout ce qui se retrouve dans l'inspection devient un peu comme sans garantie au niveau du vendeur parce que c'est connu de l'acheteur. Donc, si dans l'inspection, on parle qu'il y a de l'humidité au sous-sol, qu'il faudrait faire vérifier les drains, faire passer des caméras, aller plus loin par des experts, bien, l'acheteur, il connaît qu'il y a un possible problème au niveau des drains de fondation. C'est à lui d'aller faire la démarche, d'aller plus loin. Il ne peut pas dire « je ne le savais pas, je n'étais pas au courant ». Donc, le vendeur devient protégé d'une certaine façon avec le rapport d'inspection. Aussitôt qu'il y a un problème, de toute façon, qui est relevé par un acheteur, la première chose que le vendeur doit demander, c'est la copie du rapport d'inspection afin de savoir est-ce que c'était connu au moment de l'achat. Parce que le principe d'un vice caché, il faut le rappeler, c'est pas quelque chose que vous cachez ou que vous camouflez. C'est quelque chose qui n'est pas visible d'un œil attentif. Okay? À première vue, là, c'est ça. Donc, il faut que ça pose un préjudice, c'est bien sûr, là, il faut que ça existe avant que le propriétaire actuel ait acheté. L'exemple le plus facile que je donne toujours aux clients, moi quand je rencontre des clients, c'est vous vendez, il y a une fenêtre qui est à changer. 2 semaines après l'achat, les acheteurs font changer la fenêtre. Le contracteur vient, enlève la fenêtre et en bas de la fenêtre, à l'intérieur du mur, c'est tout pourri. Le bois est tout pourri. Bien, à ce moment-là, ça peut être considéré comme un vice caché si ce n'était pas visible d'un œil attentif. Donc, une inspection par une personne minutieuse. Ça pose un préjudice parce que ça va coûter de l'argent pour le réparer, c'est sûr. Puis, ça existait avant d'être passé chez le notaire parce que le bois, il est tout pourri. Fait que ça ne s'est pas passé dans l'espace d'une semaine, 2 semaines, la question du bois qui pourrit. Donc, ça peut être considéré comme un vice caché. Est-ce que c'était mentionné dans le rapport d'inspection? Je vous donne un exemple. Est-ce que les joints de calfeutrant alentour des fenêtres étaient défectueux? Bien, c'est un indice que s'il n'y avait pas de joints alentour des fenêtres, pour empêcher l'eau d'entrer, bien, ça peut être un indice qui vient un petit peu pâlir la qualité de la preuve. On va dire ça comme ça, pour avoir des recours contre le vendeur à ce niveau-là, parce que l'inspecteur avait mentionné qu'il y avait des possibilités d'infiltration d'eau dues au fait qu'il manquait des joints de calfeutrant. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment que la paperasse soit faite toujours comment je dirais bien ça, en prévenant l'imprévisible. Okay? Nous, on travaille toujours avec l'expérience qu'on a eue. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il se passe des problèmes, ben c'est sûr que dans les prochaines transactions, on ne veut pas qu'il arrive les mêmes problèmes. On va les régler avant. On va se faire des clauses, on va se fier à l'OACIQ au niveau juridique. Également au bureau qui nous donne un énorme soutien au niveau des transactions, au niveau des clauses. Ça aussi, les agences sont très différentes l'une de l'autre, ne travaillent pas de la même façon, sont régies pareil par la loi sur le courtage. Mais est-ce qu'ils mettent un peu plus que ce que la loi en demande?
bien, ce n'est pas tous les bureaux qui font ça. Nous, chez nous, on est chanceux. On a un bureau qui fait vraiment une énorme formation au niveau académique, on va le dire comme ça, mais aussi au niveau cas vécu, des vrais cas, des gens qui ont fait des transactions dans le bureau. On est presque 100 courtiers, je pense, dans le bureau. Donc, ils s'en fait des transactions. C'est le fun de voir qu'il y a eu une problématique dans un dossier. Voici c'est lequel. Et qu'est-ce qu'on a fait pour le régler? À l'avenir, il faudrait peut-être le prévoir si jamais vous avez une situation semblable. Bien ça, nous, on l'a au bureau, cette formation-là continue, je vous dirais, toutes les semaines. Il y a de la formation directement au bureau, que ce soit en Zoom, on va dire ça comme ça, en Facebook Live, en présentiel quand c'est permis, bien sûr. Et c'est ça. Fait que ça fait en sorte que les transactions sont de plus en plus protégées. Plus on avance dans le temps, plus les cas se sortent, plus il arrive des imbroglios, plus on les règle avant que ça arrive dans une transaction. Chose qu'on ne peut pas faire quand c'est nous qui vendons notre propre maison comme particulier. On ne peut pas connaître tout ce qui s'est passé, puis c'est normal. Et on va chez le dentiste parce qu'on a bien confiance au dentiste, puis on pense qu'on va avoir moins de problèmes. Il est sûrement plus habitué que le voisin qui n'est pas dentiste du tout, puis qui pense, qui dit « Viens ici, je vais t'arracher ta dent ». C'est peut-être facile de l'arracher, mais ça se peut qu'il y ait des complications. Le voisin, il n'en a jamais eu de complications. Il n'a jamais eu de problème à arracher une dent. Il a arraché ça, bang, c'est fini. Mais le dentiste, lui, en a vu des complications. Il est souvent en mesure de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans sa profession. Autrement dit, quand il enlève une dent, bien, il sait que la prochaine étape, c'est ça qui va se passer. Bien, nous, c'est un peu pareil. On peut dire ça comme ça. On sait, on voit venir les problèmes autant que possible. Mais ça vient avec l'expérience, mais aussi avec l'expérience du temps du bureau, de l'agence et du courtier. C'est tout relié ensemble, tout ça, pour faire une meilleure transaction et avoir les meilleures protections, on va dire ça comme ça. Le courtier est toujours là pour protéger sa transaction, l'acheteur et le vendeur, peu importe à quel endroit il se situe, mais il veut que ça se passe, mais que ça se passe dans le meilleur des mondes, on va dire ça comme ça. Donc, notre travail à nous, c'est ça, c'est de mettre sur papier qu'est-ce qui se dit verbalement. Ça, je pense que c'est un gros plus qu'on apprend assez rapidement, parce que quand on débute, des fois, ah oui, il a dit ça, le vendeur a dit ça quand on a visité. Oui, mais il ne faut pas juste qu'il l'ait dit, il faut l'écrire, on va le mentionner dans la promesse d'achat. Il a dit qu'il laissait son foyer extérieur. Il faut le marquer dans la promesse d'achat. Ça fait partie de nos obligations au niveau courtage. C'est les différences aussi de ne pas payer sans résultat. Donc, si vous vendez vous-même votre propriété sur du proprio, dans le journal ou peu importe, de la façon dont vous allez l'annoncer, bien, vous devez payer le service avant même d'avoir des résultats. On ne se le cache pas. Si vous allez chez du proprio, ils vont vous vendre un kit, la pancarte et les services qu'ils offrent à un prix X que vous devez payer avant la mise en marché. C'est la même chose dans le journal, c'est la même chose sur Internet. Si vous avez des sites de publicité de maison, bien, vous payez la publicité ou peu importe de quelle façon vous allez publiciser votre mise en vente, vous allez devoir payer la mise en vente, puis c'est normal. Chose qu'on ne retrouve pas chez le courtier, tant qu'il n'y a pas de résultat. Donc, moi, si je vous me donnez votre propriété à mettre en vente, puis qu'il n'y a pas de résultat que vous voulez, en fait, que vous cherchez, c'est de vendre la maison. Donc, si on ne vend pas la propriété, la maison, vous ne payez pas. On met la publicité, on fait le travail, on paye un photographe, parce qu'il faut dire que le photographe, exemple, c'est payé par le courtier. Tout ce que vous voyez comme publicité, comme travail qui se fait sur votre propriété, c'est payé par le courtier, c'est du travail du courtier. Des fois que vous ne voyez pas nécessairement, que vous ne prenez pas en compte ou que vous ne pensez pas que c'est le courtier qui paye, dites-vous que tout ce qui se passe au niveau de votre courtier, c'est lui qui paye, c'est lui qui défraie les coûts et c'est lui qui décide de la façon dont il va mettre sa publicité. Qui met sa publicité dans le journal, qui met sa publicité sur Internet, c'est lui qui paye. Des photos par un drone, des photos par un photographe professionnel. Je pense que c'est quasi obligatoire aujourd'hui d'y aller, au moins avec le photographe professionnel. On envoie encore des photos
prise, mais écoutez, ça n'a pas lieu d'être en 2021, là, ça n'a pas de sens. Mais écoutons, comme quand je vous ai dit à un moment donné, chaque courtier est indépendant, il travaille de la façon dont il veut, ben, ça fait partie de ça. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, mais il reste que c'est la moindre des choses maintenant. Beaucoup de trafic sur Internet, beaucoup se fient aux photos, beaucoup se fient à l'environnement. Ils sont capables de voir les voisins, la rue, même avant de se déplacer, là. Donc, on veut que ce soit clean, on veut que ce soit à l'avantage de la propriété, mais on veut aussi que ce soit réel. On ne veut pas inventer des choses, on ne veut pas cacher des choses. Il faut que ce soit réel, ce qu'on démontre. La photo est vraiment une des bonnes façons de faire. Par Internet, on peut en mettre énormément. On a des vues de toutes les pièces. On peut vraiment compléter un beau dossier comme ça. Mais il reste que vous ne payez rien de tout ce travail-là tant et aussi longtemps que votre rêve n'est pas réalisé. Votre rêve, c'est de vendre votre propriété. Fait qu'on va travailler pour réaliser votre rêve, pour aller chercher une rétribution, puis rendre la transaction, comment je dirais bien, le fun pour tout le monde. On ne veut pas de problème en cours de route, on ne veut pas de problème après non plus. On est là après la transaction, même si vous avez notarié la semaine dernière, puis votre acheteur appelle comme vendeur, votre acheteur appelle pour, il y a des questions, il pense que des choses, bien, vous pouvez nous appeler, on va continuer dans la transaction, même si la transaction est finalisée, on va régler les problèmes, on va tenter de régler les problèmes, les connaître, puis vous appuyer, vous accompagner dans le processus, s'il y a un processus à y avoir. On a des programmes, j'en ai parlé un petit peu dans une autre capsule, là, des programmes tranquillité, intégrité. Bien, ça, c'est des vraiment beaux programmes. L'intégrité fait partie des transactions de plus en plus maintenant chez Remax. On va faire inspecter la propriété avant la mise en vente. Puis on a comme une certaine garantie contre les vices cachés. Donc, advenant le cas où un vice caché se déclare après l'acte notarié, ben, le vendeur est protégé, je vous dirais, d'un bon montant. C'est 40 000 là, la protection, avec un déductible de 5 000 présentement. Mais la transaction, la réclamation va être prise en charge par le programme Intégrité et va assumer le processus, on va dire ça comme ça. Donc, le vendeur est protégé par ça. Oui, c'est un programme qui a des frais à payer. C'est comme une assurance, on va dire ça comme ça. Il y a une assurance qui est associée à ça. Et ça fait en sorte que la transaction, au moins, elle est protégée. Il y a plusieurs situations qu'on peut parler, mais dans une autre capsule, je vous parlerai des programmes. Je pourrais vous annoncer les points principaux là, du programme, entre autres l'intégrité, qui est bien le fun et qui commence à gagner en popularité parce que les gens ne le connaissent pas, mais même les courtiers ne connaissent pas tous le programme en détail. Même moi, je veux dire, j'en connais une bonne partie, mais il évolue avec le temps parce que justement, comme je parlais, on va améliorer le programme en fonction de ce qui s'est passé avant. Donc, les problèmes qu'il y a eu avant, on va les régler en amont, on va dire ça comme ça. On va les prévoir dans la transaction pour justement que tout se passe bien au final, qu'on aille chez le notaire et que la transaction soit une belle transaction pour tout le monde. L'acheteur, le vendeur, le notaire, parce que c'est pas toujours rose non plus pour eux non plus, et pour nous autres aussi. On veut pas entendre parler de la transaction en négatif après. On veut rencontrer nos gens après et leur serrer la main et leur dire qu'on est heureux d'avoir eu ces gens-là comme clients. Donc, on veut être référé, naturellement. Si on ne fait pas la job, si on ne la fait pas bien comme il faut, ils ne nous référeront pas, c'est officiel. Donc, les grosses différences entre annoncer vous-même et prendre un courtier, ben, c'est vraiment ce que je vous dis là. C'est vraiment une question de choix, première des choses. Voulez-vous vivre le fait de régler les transactions, de régler les visites, de s'occuper de la paperasse, de prendre le risque de... Ben ça, c'est vous qui savez si vous voulez le faire. Beaucoup de gens, je vous dirais, on n'a pas de statistiques encore de sortie officiellement, mais je vous dirais que ça s'en vient. À un moment donné, on va les avoir. Combien il y a de transactions qui sont finalisées par des courtiers sur des maisons qui sont à vendre par le propriétaire? Il y en a énormément. Les gens mettent leur maison à vendre eux-mêmes et il y a un courtier qui a un acheteur. Faut dire que des acheteurs maintenant peuvent être liés par contrat avec le courtier immobilier. Ça aussi, c'est une
très bonne chose au niveau des clients parce qu'il s'assure que le courtier va travailler pour eux comme acheteur et non comme intermédiaire du vendeur. Ça, c'est très différent. Je pourrais vous en parler aussi dans une autre capsule. Mais vraiment, vraiment, le gros du courtier immobilier, c'est que en théorie, vous vous occupez pas de grand-chose. Vous prenez la décision de mettre en vente. Nous, on prend le relais. On s'occupe de tout au niveau des prises de visite, prises de rendez-vous des visites. On va s'occuper de la paperasse. On va s'occuper de diriger le notaire. Certificat de localisation, on va s'assurer que tout est correct. On s'occupe de toutes les étapes pour vous amener à signer l'acte chez le notaire, finaliser votre transaction, puis être heureux en bout de ligne. Donc, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Ça résume un peu comment je vois la question de s'annoncer par nous-mêmes versus donner un contrat, ce qu'on appelle un contrat de courtage à un courtier immobilier pour la mise en vente de sa propriété. Il y a une grosse différence. Il faut rappeler que à vendre par vous-même, ça inclut les du proprio, ça ne fait pas partie des protections que l'OACIQ donne aux clients qui font des transactions au niveau du courtage. Donc, ce n'est pas une agence immobilière, c'est vraiment un site de publicité avec des services, bien entendu, mais il faut vraiment différencier qu'il n'y a aucune protection au niveau de l'OACIQ, de la loi sur le courtage. C'est vraiment comme si vous mettiez votre pancarte dans vite en avant et que vous annonciez votre maison. C'est la même chose. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous m'appelez, vous m'écrivez, vous pouvez mettre des commentaires aussi. Facile de me rejoindre, mariolabrec.com ou le 418-948-7000. 418-948-7000. Merci, à la prochaine!